Le spatial est un secteur en pleine mutation. Dans ce module, j'ai souhaité aborder une évolution majeure du contexte, le passage d'une économie de l'infrastructure à une économie de la donnée. Cette transformation touche plus particulièrement une des filières du spatial, vous l'aurez deviné, il s'agit de la filière observation de la Terre. Pour démarrer, j'ai souhaité vous redonner quelques éléments de contexte. Tout d'abord, le marché global du spatial représente environ 270 milliards d'euros. Il faut bien avoir en tête que le marché est centré sur les services à valeur ajoutée, puisque cela représente près de 98% du marché. Le marché est structuré autour de trois filières. Les télécoms, qui représentent 54% du marché, la navigation, ou les GNSS, qui représentent 43% du marché, et l'observation de la Terre, qui ne représente que 3% de ce marché. Il est intéressant d'avoir en tête les proportions présentées ici, pour bien comprendre les enjeux à venir pour la filière observation de la Terre. Alors pourquoi est-il important d'avoir ces éléments en tête? Eh bien, comme vous pouvez le constater, on ne retrouve pas ces tendances dans la filière observation de la Terre. Comme je l'évoquais précédemment, cette filière représente un peu plus de 3% du marché, entre 9 et 10 milliards d'euros. Ce qui peut sembler réduit si on le compare aux autres filières du spatial. Mais qui plus est, les proportions sont presque inverses par rapport aux autres filières. On retrouve une industrie amont qui représente presque 70% du chiffre d'affaires, avec une croissance importante de près de 40%, et une industrie aval qui représente à peine 30% de l'activité globale. Alors quelle conclusion en tirer? La filière observation de la Terre est aujourd'hui tirée par le marché de l'infrastructure, parce qu'il existe une forte demande en termes de données. Et en ce qui concerne le secteur aval, il dispose d'un potentiel énorme de croissance. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je me permets d'affirmer cela. Pour poursuivre dans les éléments de contexte, voici comment se répartit l'activité entre les domaines d'usage. Premier constat, c'est une industrie drivée par les activités de défense, puisque ces activités représentent près de 50% de l'activité totale. Second constat, ce marché est dominé par deux grands acteurs. Maxar, opérateur américain, qui couvre à lui seul près de 50% du marché, et Airbus, qui lui représente près de 25% de l'activité. On peut noter que des acteurs comme Planet, que l'on peut qualifier de nouvel entrant, ont une croissance importante et représentent aujourd'hui autour de 10% du marché. Ce domaine est en pleine évolution. Parmi ces évolutions, je souhaitais mettre en avant certaines tendances fortes. La première, et sûrement la plus importante, est ce que l'on décrit aujourd'hui comme le New Space. Cette dynamique prend sa source en très grande partie dans le numérique. On peut décrire le New Space comme la démocratisation de l'accès à l'espace. Quels en sont les principes? Bien évidemment, ce sont les technologies du numérique qui sont à l'origine de ce changement de paradigme. Au premier plan, les technologies de stockage comme le cloud et les capacités de traitement offertes par les nouvelles technologies de traitement de données comme l'intelligence artificielle. Ce sont l'ensemble de ces éléments qui permettent un traitement massif des données et donc une valorisation plus importante via de nouveaux services et de nouveaux modèles économiques. Ceci nous permet de faire le lien avec le constat précédent et d'expliquer pourquoi c'est bien le domaine de l'infrastructure spatiale qui est le moteur de la filière aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, au vu des possibilités offertes dans le domaine du traitement de la donnée, la demande en données se fait de plus en plus forte. Et seul le spatial dispose de la capacité de fournir des données de tout type à une échelle mondiale. C'est pourquoi on voit apparaître de nombreux projets d'infrastructure comme vous pouvez le constater sur le schéma présenté ici. L'année dernière, il avait été identifié près de 80 projets de constellation en cours de développement. Une seconde tendance importante est liée à la complémentarité-concurrence des vecteurs de données. Ces dernières années, nous avons vu développer l'usage des drones pour des besoins locaux. Des nouveaux vecteurs sont en train d'émerger et viennent compléter les paysages des vecteurs producteurs de données. Il s'agit de vecteurs intermédiaires entre un satellite et un moyen aéroporté de type avion ou drone. Ce vecteur intermédiaire est ce qu'on appelle un HAPS, High Altitude Pseudo Satellite. Les HAPS opèrent à 20 km d'altitude. Ils peuvent prendre la forme d'un ballon dirigeable, comme le projet Stratobus de Thales, ou d'un drone, comme le projet Zephyr d'Airbus. Ils pourront assurer des missions d'observation et de surveillance. Ces vecteurs pourraient devenir le parfait complément des satellites. Afin de pouvoir développer l'usage des systèmes d'observation de la Terre, il faut également pouvoir innover dans le domaine des produits et services offerts. Pour cela, il faut disposer de plus de données, de plus de précision, de plus de fréquences ou de plus de produits à valeur ajoutée. La troisième tendance vise donc à créer l'effet différenciateur vis-à-vis de la concurrence. C'est ce que va offrir le programme CO3D pour constellation optique en 3 dimensions.
Ce programme, développé en partenariat avec Airbus, vise à développer des satellites bas coût, capables de voler en formation, afin d'offrir un modèle numérique de terrain de toute la planète pour des services civils et militaires. Ces satellites viendront compléter la flotte de satellites d'Airbus, ce qui offrira une capacité de revisite inégalée dans le domaine de l'imagerie optique. Ces données permettront de développer de nombreux usages, tels que la gestion des villes, la gestion des ressources naturelles, ou encore répondre aux enjeux du transport intelligent. Pourquoi rentrer dans une course à l'innovation? Il faut bien comprendre que la filière observation de la Terre est aujourd'hui rentrée dans une ère de compétition industrielle accrue, au vu des enjeux économiques autour de la donnée. Pour illustrer cela, voici ce que la Chine offre aujourd'hui dans le domaine des données à haute résolution. La Chine dispose de 14 satellites en orbite et parmi eux le satellite GoFenset, capable de produire des images de résolution submétrique en 3D, un peu l'équivalent du programme CO3D que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Après avoir parcouru les grandes tendances liées à la filière observation de la Terre, il est grand temps de se plonger dans ce que certains nomment la révolution de l'économie de la donnée. Au mois de février dernier, février 2020, la Commission européenne a publié un document stratégique, une stratégie européenne de la donnée. Ce document vise à devenir le socle d'une économie basée sur les données. L'Union européenne souhaite devenir un modèle de premier plan pour une société à laquelle les données confèrent les moyens de prendre les meilleures décisions, tant dans les entreprises que dans le secteur public. Pour illustrer cette vision, j'ai tiré de ce document de la Commission quelques chiffres qui vous sont présentés ici. Un volume de données qui d'ici à 2025 aura été multiplié par 5 et qui représentera 175 zettabytes de données. Une valeur qui aura plus que doublé pour atteindre 830 milliards d'euros et qui représentera plus de 5% du PIB européen. En 2025, nous trouverons près de 10 millions de personnes qui travailleront sur la donnée. La donnée sera le driver de l'économie du XXIe siècle. Essayons de nous pencher sur les principes qui permettront à la filière observation de la Terre de se fondre dans cette économie de la donnée. Ici aussi, ce sont les principes du numérique qui prévalent. Tout d'abord, plus il est possible d'élargir la base des utilisateurs, plus le coût de l'accès à la donnée est faible et plus la donnée devient accessible. Second principe, il est aujourd'hui évident que la donnée spatiale seule ne crée pas une valeur ajoutée suffisante pour développer de nouveaux services. Pour pouvoir créer cette valeur, il est nécessaire de pouvoir croiser nos données avec des données d'autres secteurs, transport, santé, numérique, réseaux sociaux, etc. Et c'est bien la diversité et la profusion de données qui permettent de fournir tout type d'indicateurs ou de répondre à des questions complexes. À terme, la donnée pourra permettre de créer un double numérique du monde réel. Et c'est dans cette optique que la Commission européenne a lancé un grand projet, les Digital Twins. Cette économie est identifiée par le commissaire européen Thierry Breton comme le meilleur relais pour l'économie européenne. Il est donc primordial de placer la France et l'Europe sur ce nouvel échiquier, puisque comme vous pouvez l'imaginer, cette nouvelle économie est également le terrain de jeu favori des GAFAM. Mais comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, être en capacité de valoriser la donnée n'est pas aussi simple que cela peut le laisser paraître. C'est une économie en émergence, et l'ensemble de l'écosystème est à la recherche du modèle qui pourrait s'appliquer au mieux à cet actif intangible, réplicable à l'infini, partageable, réutilisable, et j'en passe. Finalement, on peut se poser la question de quelle est la valeur intrinsèque d'une donnée. Au cours de ces dernières années, un modèle a fini par faire sens auprès de la majorité des acteurs, que l'on peut décrire comme l'économie de la connaissance, que l'on pourrait elle-même qualifier d'une extension de l'économie de la donnée. Il me semble que quelques éléments sur le processus de création de valeur d'une donnée pourraient être utiles à la compréhension. La valeur d'une donnée va donc se développer tout au long de son processus de transformation. Elle va passer de données brutes lorsqu'elle est collectée, à une information lorsqu'elle va être traitée et contextualisée, puis en service à valeur ajoutée lorsque cette information sera intégrée dans un environnement d'usage. De ce service à valeur ajoutée, en sera tirée une connaissance ou une compétence par l'utilisateur, qui grâce à cette dernière sera en capacité de prendre une décision éclairée. Et c'est cette décision éclairée qui est le stade ultime de la valeur. Pour pouvoir concrétiser ces promesses, il semble aujourd'hui clair qu'il nous faut disposer en France et en Europe d'une stratégie et d'une politique industrielle agissant de concert sur les trois éléments clés de ce modèle: la donnée, le traitement et le service à valeur ajoutée. Et un dernier point essentiel, il me semble qu'il faudrait être en capacité de penser cette nouvelle économie
non pas comme des données au service des filières industrielles, mais comme une filière à part entière. Vous devez sûrement vous demander pourquoi nous nous éloignons tant de notre sujet de départ, le spatial. Eh bien parce que dans cette nouvelle économie de la donnée, chaque secteur industriel pourrait appliquer les principes suivants afin de bâtir un écosystème européen de la donnée. Voici les principes. Principe numéro 1, faciliter l'accès à la donnée tout en favorisant les solutions qui préservent la souveraineté européenne. Principe numéro 2, décloisonner et ainsi permettre la fusion de données avec des données provenant d'autres secteurs d'activité, comme le transport, la santé ou l'énergie. Il faut également ouvrir le champ des possibles et sortir de l'exploitation en silo pour aller vers plus de standardisation et d'interopérabilité dans l'exploitation des données. Principe numéro 3, disposer d'un modèle et du tissu industriel qui permet de développer cette économie de la donnée européenne. On peut assimiler l'ensemble à une politique industrielle au service de l'économie de la donnée. Au vu des déclarations de M. Thierry Breton, l'Europe semble vouloir se donner les moyens de ses ambitions. Tout ce qui vient de vous être présenté ici peut sembler utopique et sans capacité réelle de se concrétiser. J'ai donc souhaité en venir à des exemples concrets, illustrant tous les éléments évoqués précédemment, et vous démontrer à quel point l'industrie française est à la pointe de cette économie de la donnée. Mon premier exemple est celui de Keros, start-up créée en 2016 avec l'objectif de devenir le leader mondial des analytics dans le secteur du oil and gas. En 4 ans, Keros est devenu la référence mondiale sur le sujet. Preuve en est les articles du New York Times ou de Forbes sur cette société ou encore son entrée au French Tech 120. Keros base son activité sur 3 piliers. L'expertise métier, disposer des meilleurs experts du domaine ciblé, ici l'oil and gas. L'expertise de la donnée, disposer des meilleurs experts des technologies liées à l'IA, le big data, le stockage, etc., toutes les technologies du numérique. L'expertise des données, disposer des meilleurs experts dans le traitement de la donnée spécifique et la fusion de données, que ce soit fusion de données spatiales, données géolocalisées ou autres. Ensuite, tout devient possible. Keros suit près de 60 000 puits de pétrole de schiste en temps réel aux États-Unis. Keros suit les capacités de stockage de cuves de brut à travers le monde. Keros suit les livraisons de brut à travers le monde via le suivi des navires. Keros suit les activités de torchage ou détecte les fuites sur les pipelines. En corrélant toutes ces informations, Keros détecte le niveau d'activité de tel ou tel producteur, le niveau de consommation, les situations de déficit ou de surabondance. Au final, la société Keros est capable de prédire le cours du pétrole avant même les agences de notation. Après ce focus sur Keros, j'ai souhaité vous présenter de nombreux exemples qui mettent en avant le champ des possibles. Aujourd'hui, une société comme QuantCube fait la une des journaux grâce aux prévisions macroéconomiques qu'ils sont en capacité de réaliser via le croisement des données spatiales avec des données issues d'autres domaines, le transport, le numérique ou d'autres secteurs. QuantCube fait également partie d'un projet qui vise à bâtir un écosystème de premier plan en capacité de produire automatiquement des informations géospatiales 3D. Ce projet, nommé AI4Geo, regroupe des acteurs institutionnels comme le CNES, l'IGN ou l'ONERA, et des industriels comme Airbus, CLS ou Geosat, champions dans leur secteur d'activité. Les usages sont en train d'exploser. Dans le domaine agricole, avec la volonté de pouvoir fournir un outil de certification des cultures bio par exemple. Dans le domaine du suivi des ressources naturelles, pour tout ce qui concerne le suivi des ressources en eau, les forêts, les carrières et j'en passe. Dans le domaine du suivi environnemental, avec la qualification, quantification et attribution des émissions de gaz à effet de serre. Dans le domaine assurantiel, avec les assurances paramétriques. Il existe un potentiel infini à développer, et vous pouvez être les champions de demain de ces sujets. Pour le domaine spatial, il s'agit d'opérer une transformation et passer d'une économie de l'infrastructure à une économie de la donnée. Il faut bien comprendre que l'ensemble des systèmes spatiaux contribuent à cette nouvelle économie. Les satellites d'observation de la Terre génèrent les données utiles. Les satellites de navigation positionnent la donnée dans le temps et l'espace. Et les satellites de télécommunication transportent cette donnée. Cette nouvelle économie pourrait devenir la pierre angulaire du développement des technologies spatiales. Pour atteindre un tel objectif, intégrer la donnée spatiale dans l'économie de la donnée, il est nécessaire de disposer d'une action coordonnée à tous les niveaux, au cœur des activités du CNES, au cœur des initiatives régionales, nationales ou européennes. Et au-delà de cela, il est essentiel que l'ensemble des acteurs de l'écosystème européen s'approprient ces enjeux. Il existe de nombreuses initiatives qui cherchent à structurer ces activités. Je n'aurai qu'une chose à dire pour conclure. Rejoignez-nous pour en discuter. Soyez vous aussi acteurs de ce changement.